séance. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents ce vendredi soir pour cette séance qui va débuter notre cycle budgétaire. Je vais commencer par l'appel. Patricia Ferron, Jean-Marc Fabier, Marion Virginia, Christian Baillet, Sophie Dupouille, Jacques Choulet, Marie-Pierre Duprat, Yoann Lavarère, Corinne Roux, Arnaud Fabre, Marie-Ange Babert a donné procuration à Agnès Gaudiède, Christophe Casté, Aurélie Lévesque, Huguette Etcheverry a donné procuration à Marie-Claire Duprat, Sylvie Sauvignon, Dominique Barrière, Agnès Gaudiède, Ludovic Ducam a donné procuration à Jacques Choulet, Solange Poudenx, Christophe Vergès, Olivier Martinez, Julie Souriant, Marjorie Fotous, Olivier Rouffia a donné procuration à Olivier Martinez, Laburte Isabelle et Cédric Mallet. Très bien. Avant de débuter notre séance, je voudrais juste remercier tous ceux parmi nous qui ont présent au vernissage de l'exposition Pointe-et-la-Reine à Saint-Sevé, un pont entre deux villes. L'occasion pour moi de faire la publicité sur cette exposition qui nous est confiée par l'Office du tourisme de Pointe-et-la-Reine, qui vient présenter l'histoire, la culture, le passé et toutes les réalités bien vivantes dans cette ville, qui à la fois nous est proche, mais aussi est très différente. Et l'occasion, donc c'est gratuit, c'est bien entendu dans les coursives du cloître de l'Abbatiale, dans ce lieu qui est inscrit à l'UNESCO depuis cette année 25 ans. Et comme Pointe-et-la-Reine, tout comme nous, sur les chemins de Saint-Jacques, c'était son lieu le plus approprié. L'occasion pour moi d'inviter tous les Saint-Sévérins à venir mieux faire connaissance avec Pointe-et-la-Reine en déambulant dans ce joli cloître. Et sachez que dans la même période, l'exposition de Marie Ferré sur l'inventaire patrimonial et culturel immatériel qui avait été présentée en 2016 ou 2017 dans les Jacobins est exposée à Pointe-et-la-Reine pendant toute cette période pour que les gens de Pointe-et-la-Reine puissent mieux faire connaissance aussi avec Saint-Sevé. Nous avons eu également ce soir un vote du logo de ce jumelage. Je remercie mon prédécesseur Jean-Claude Brett qui a participé à ce vote, ainsi que Fidèle, l'ancien maire de Pointe-et-la-Reine, qui de l'autre côté de la visioconférence était également présent. Et Jean-Pierre Dalme avait été convié, il nous a dit qu'il serait heureux de participer au jumelage, mais qu'il a un empêchement aujourd'hui. On va essayer pour les fêtes de Saint-Sevé de faire une belle célébration de 50 ans de jumelage entre nos deux cités. Y a-t-il des remarques sur le compte-rendu de notre dernière réunion du 17 janvier 2023? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour, rapport d'orientation budgétaire. C'est toujours l'occasion d'une discussion sur la situation financière de la ville, les perspectives et les priorités d'action qu'on se donne pour l'année à venir. Nous avons l'obligation de le faire quelques jours avant l'adoption du budget. L'occasion pour moi de vous confirmer que nous nous retrouverons le 13 avril pour adopter l'ensemble de nos budgets et nous voterons à cette occasion aussi les comptes administratifs. Je crois que nous avons arrêté l'horaire, sauf s'il y a un problème pour certains d'entre vous. Je vous propose que nous le fassions également à 18h30. Voilà. Sur le débat d'orientation budgétaire,
Vous avez tous reçu le document. Je remercie les services pour l'aspect très complet, très précis, notamment la note de conjoncture, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la loi de finances qui encadrent notre action. J'aurai un propos introductif, juste quelques mots assez simples. Nous sommes dans une période dans laquelle, au fond, nos habitants sont tristes et pour la plupart anxieux. Dans ce contexte, ne rien faire serait rajouter des problèmes aux problèmes. Et ce que nous ne ferions pas aujourd'hui resterait à faire demain. Et c'est dans ces périodes de crise, telles que nous les vivons, qu'à nos yeux, le service public a toutes ses raisons d'être. Et ce, plus que jamais. Et donc, si j'avais une phrase pour résumer ce qu'on essaie de faire, c'est que Saint-Sevé ne se laissera pas prendre par la morosité ambiante. La guerre en Ukraine, la crise bancaire internationale ne doivent pas être des excuses pour arrêter d'investir. Nous avons présenté, il y a maintenant 3 ans, un plan d'investissement nécessaire pour la ville et donc bénéfique pour le secteur souverain. Ce programme sera tenu et les aléas internationaux ne doivent pas être un prétexte à ne rien faire. L'occasion pour moi de confirmer que nous ne prévoyons pas d'appliquer de nouvelles pressions fiscales en 2023 et que les taux seront stables. L'exercice 2022, on vous les présentera en détail lorsque nous les adopterons dans 15 jours, dégage un résultat positif net de 283 000 €. On peut constater à cette occasion une nette amélioration de l'épargne que dégage la commune, avec une CAF brute sur l'exercice 2022 de près d'1,7 million €, ce qui permet de porter une fois le capital des emprunts remboursés, la CAF nette à 1,1 million €. Cette situation financière solide permet à la commune, dans ce contexte de crise que je venais d'évoquer, une crise à la fois économique et sociale, de continuer à aller de l'avant. Certes, l'inflation touche durement les particuliers, les entreprises, mais également notre collectivité, mais nous allons pouvoir continuer dans ce contexte à investir tout en maîtrisant la dette. Sur les perspectives 2023 que vous retrouvez dans ce rapport d'orientation budgétaire, j'avais 3 idées forces à mettre en avant. La première, c'est que nous poursuivons une stratégie financière claire, et ce depuis 2014, qui consiste à maîtriser la dette, qui consiste à favoriser la croissance et l'attractivité de la ville. Nous voyons bien sous nos yeux que plusieurs bâtiments vacants depuis des années pour certains d'entre eux sont en cours de restauration. Nous voyons bien avec l'installation de nouvelles agences immobilières qu'il y a une dynamique en termes d'accueil de nouveaux arrivants. Et l'INSEE, lors du recensement qui a été mené en 2022, a compté 5 137 habitants, ce qui est une forte augmentation par rapport au recensement fait 6 ans au préalable. Cette stratégie financière elle consiste aussi, bien entendu, à développer la sobriété et l'innovation pour réduire notre impact écologique. Nous avons été une des premières communes à couper intégralement l'éclairage public de 23 h ou 24 h jusqu'à 6 h du matin dans toutes les rues de la ville. Ça consiste aussi à mettre des panneaux photovoltaïques qui serviront à autoconsommer l'électricité produite sur les bâtiments les plus énergivores de notre commune. Et enfin, nous faisons une chasse aux subventions afin de décupler notre capacité à moderniser la ville. Ça, c'est la stratégie qu'on poursuit depuis plusieurs années. Dans ce contexte de crise que j'évoquais, nous avons plusieurs choix forts, puisqu'à nos yeux, le rôle premier d'une mairie est de venir en soutien à nos administrés. Et donc, contrairement à d'autres collectivités voisines, nous avons fait le choix de préserver toutes les politiques publiques déjà engagées. Nous poursuivons la bourse d'épargne au permis de conduire. Nous proposerons cet été autant d'emplois saisonniers pour les jeunes de la commune que les années précédentes.
Nous continuons à avoir la gratuité des salles municipales pour les associations de la ville, etc. Nous avons fait aussi le choix de maintenir les tarifs de nos prestations publiques à des niveaux très attractifs et il n'y aura pas d'augmentation des repas de la cantine. Mieux que ça, nous poursuivrons l'expérimentation à 90 centimes et 1 euro, tel que nous l'avions décidé au mois de septembre dernier. À Saint-Sevé, les places de cinéma sont à 4 euros seulement. L'accueil périscolaire est gratuit contre une contribution en début d'année de 5 euros par an. Et enfin, nous avons fait le choix, c'est ce que vous retrouverez dans les chiffres de notre prochain budget, de maintenir un niveau élevé d'investissement, ce qui, au-delà de moderniser la commune, permet aussi de garantir du travail aux entreprises, notamment celles qui connaissent un effondrement de leur niveau de commande ces derniers mois, et donc de soutenir l'activité des entreprises et l'emploi local. Troisième axe qui me paraît prégnant dans ces orientations budgétaires, c'est de rappeler que 2023 verra un montant inédit d'investissement avec 5 millions d'euros de crédits d'équipement qui seront inscrits au budget, qui sont à la fois le fruit d'une gestion solide, mais également de l'obtention de subventions records, puisqu'on s'oriente vers un montant de subvention qui approchera les 50% de la totalité de ce montant d'investissement. On prévoit d'investir dans quel domaine? Le premier domaine, c'est bien sûr la mise en œuvre de la revitalisation du centre-ville, suivant le plan de référence qui avait été adopté ici même à l'unanimité en septembre dernier. Dans ce plan de référence, il y a bien entendu la fin de la requalification de l'hypercentre, qui est en plein travaux actuellement, tel que tout le monde le voit, avec les rues Fournier, Jouliou, Arceau, les places de Verdun, les impasses attenantes, qui sont à la fois mis en accessibilité avec, pour les personnes en mobilité réduite, avec généralement des trottoirs élaborés qui sont à même niveau, des espaces végétalisés. Tout cela, et c'est une bonne nouvelle, se fait tel que prévu en termes de timing. Et si nous n'avons pas d'aléas courant du mois d'avril, je pense que nous pouvons d'ores et déjà affirmer que les travaux se clôtureront en mai 2023. Nous avons dès cette année lancé le réaménagement de l'allée du Carmel. Nous avons pris un peu de retard sur la signature de l'acte notarié, donc les travaux, nous pensions plutôt démarrer ce printemps, démarreront à l'automne. Nous avons lancé mardi les études sur la transformation des Jacobins en pôle culturel, avec une première réunion avec le service de l'archéologie, et nous prévoyons cette année de réaliser tous les diagnostics et les chiffrages par la maîtrise d'œuvre qui a été allouée fin février. Enfin, cette année également, dans ce plan de revitalisation du centre-ville, nous aurons l'opportunité de restaurer totalement la façade de l'hôtel de ville, et les travaux, là aussi on a fait la première réunion cette semaine, débuteront le 17 avril. Ils n'empiéteront pas sur les places de parking, puisque les échafaudages seront montés sur le trottoir qui longe cette façade. Donc un gros effort en matière de revitalisation. La deuxième priorité de la commune, c'est la rénovation du complexe de la Nouvelle. Près d'1,5 million d'euros seront mobilisés en 2023 pour la rénovation totale de ce complexe, avec bien sûr travaux d'isolation, changement des éclairages, tout ça pour réduire les consommations énergétiques, une mise en accessibilité, mais aussi la mise en place d'une climatisation, la création de vestiaires nouveaux pour accroître leur nombre, un clubhouse agrandi, bref, on a cette occasion, l'occasion non seulement de rénover totalement ce lieu qui a maintenant 40 ans, et ce pour les décennies à venir, mais on a essayé aussi de prendre en compte les attentes exprimées tant par les professeurs des collèges que par les associations. Troisième priorité, l'accélération de la transition écologique et l'adaptation au changement climatique. C'est dans cet esprit que la concertation et l'instruction du projet de la ferme voltaïque saoudière suit son cours. C'est dans cet esprit que nous allons remplacer énormément d'éclairage public pour les mettre en LED, en plus des actions
publique que j'évoquais précédemment. Quatrième action qui va être marquante cette année, la résolution du litige de l'avenue du Tursan. Nous aurons l'occasion lors du prochain conseil municipal d'en parler. Vous savez que depuis des années, nous sommes en litige avec les entreprises qui avaient réalisé ces travaux et qui, de fait, s'étaient dégradées de manière très rapide. Un protocole d'accord pour essayer de sortir de ce litige est en cours de finalisation. Je pense que ça sera aussi un élément marquant de cette année. Enfin, nous poursuivons les améliorations du quotidien pour chaque habitant. Nous allons réaliser cette année des éléments de sécurisation de la traversée d'Audreuil pour en réduire la vitesse. Nous avons fini ce début d'hiver le parking végétalisé devant le stade de rugby pour accroître les capacités de stationnement pour les sportifs et cet été pour les touristes sur ce lieu. Nous poursuivons une politique d'entretien des bâtiments et des lieux publics. Nous prévoyons sur cette année de rénover la toiture de l'église de Sainte-Eulalie, de créer un hangar à la Pachère pour stocker les matériels de services techniques. Nous prévoyons également de changer les vitrages de l'école du parc pour améliorer l'isolation thermique de cette école. Nous poursuivrons, bien entendu, ça sera mes mots de conclusion, cette année encore le soutien aux associations de la ville qui font vivre notre commune avec un budget très important, et nous innoverons en mettant en place avec un dialogue avancé avec la directrice de cette école qui nous en a fait la demande, une aide au devoir dès la rentrée de septembre 2023 pour que nous puissions proposer ce service nouveau aux familles de notre commune. Voilà les grands éléments qui résument l'action publique que nous cherchons à mener sur notre commune. Cette délibération ne fait pas l'objet de vote, mais de faire l'objet d'un débat. Y a-t-il des questions ou des interventions? Oui, oui. Oui, merci Monsieur le maire. Saint-Sevé ne se laissera pas prendre par la morosité ambiante. Alors on est tout à fait d'accord, on partage parfaitement cet espoir, cet objectif, tout comme le conseil départemental de Landes, puisque nous actons aussi au niveau de nos politiques avec cet objectif premier de pouvoir dynamiser le département malgré la conjoncture actuelle qui est loin d'être favorable, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Nous, on ne peut que partager effectivement les objectifs qui consistent à rendre plus attractive notre ville, puisque la plupart des opérations d'investissement qui sont proposées sont déjà dans la continuité de ce que vous aviez proposé depuis de nombreuses années maintenant. Alors, on prend note qu'il n'y aura pas de hausse des impôts en 2023, et c'est heureux après l'augmentation de 19% l'année dernière. On reviendra sur le compte de gestion parce qu'il est un peu bizarre de le trouver dans le rapport d'orientation budgétaire. Je pense que ça a plus sa place lors de notre prochain conseil municipal, dont vous avez donné la date tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous voulons dire, on comprend parfaitement les investissements. Moi, en tant que conseiller départemental, j'ai la même démarche, parce que, je vous le dis, on est là pour soutenir l'activité économique. Et si les collectivités locales ne le font pas, parce qu'on a quand même la possibilité financière d'être un levier fort pour maintenir cette activité qui donne du travail, de la richesse et qui facilite un peu la vie quotidienne de nos administrés, ça devient compliqué si on n'a pas ce rôle, si on ne tient pas ce rôle, et je pense que c'est normal que la ville de Saint-Sevé prenne toute sa part dans cette démarche. On a juste des interrogations, bien sûr, parce que toute la liste que vous avez donnée est quand même assez importante, sur la soutenabilité, bien évidemment, financière. Alors, vous nous dites qu'effectivement, ça devrait passer, pardonnez-moi l'expression. On ne demande qu'à vous croire. Dans tous les cas de figure, la maîtrise de la dette a bien un sens, au plan sémantique, c'est que, voilà, la dette, je vous rappelle que vous pensiez qu'à plus de 10 millions d'euros, une dette n'était pas soutenable. Vous vivez très bien avec, le constat est là, moi je ne juge pas, je constate juste que la dette, elle roule, on mobilise de l'emprunt, on le rembourse, ça crée des investissements, ces investissements rendent attractif le territoire, ça donne envie à de nouvelles populations de venir s'installer à Saint-Sevé, puisque ces investissements, c'est souvent de nouveaux services publics pour les uns et les autres. Donc, on sera très attentif sur cette soutenabilité des investissements par rapport à la dette, à la fiscalité. On est
est dans une démarche plus constructive, puisque le but, vous l'avez compris, c'est de prendre acte de ce programme d'investissement, qui pour beaucoup, au niveau des projets que vous présentez, avait été aussi présenté par l'ensemble des membres de notre liste lors des dernières élections. Donc on sait à peu près où on veut aller à Saint-Sevé et surtout où on ne veut pas aller. Donc aujourd'hui, vous avez, vous le dites, une stratégie financière claire, nous y serons très attentifs. Pour revenir par rapport à l'ensemble des projets que vous proposez, vous dites que vous allez faire la chasse aux subventions. Alors moi je suis un peu inquiet, je ne suis pas du gibier, parce que quand j'entends ça, comme je sais qu'on se voit souvent en ce moment, ne sonnez pas la Lali pour l'instant. Olivier, je vais te faire un aveu, pour moi tu es l'ortolan. Trop précieux pour être chassé. Je ne pas légal. Oui, voilà. Non, pourquoi? Parce que ça n'a pas été dit, mais on se voit souvent en ce moment, malgré tout. Voilà, parce que le contexte est quand même, je l'ai dit, le contexte... Je voudrais quand même avouer que je n'ai pas changé de femme. On se voit souvent, mais c'est bien tout honneur. Que ce soit bien clair entre nous. Non, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un contexte particulier. Ce contexte particulier, donc, quand même une importance et un impact fort, c'est ce que je disais dans mon propos introductif. Il faut y répondre de manière constructive. Nous allons le faire. Alors moi, très modestement, en tant que conseiller départemental, j'essaye. Je crois que je n'ai jamais fermé la porte à toutes les sollicitations qui ont pu être faites. Jacques acquiesce, puisque Jacques est souvent présent aux réunions que l'on peut faire entre nous. Voilà, je mets Jacques dans la boucle, on fait un trio. Vous pensez ce que vous voulez. C'est Jules Légine cette affaire, ça m'inquiète. C'est inquiétant. Non, tout ça pour dire, l'ensemble des projets, certes, ils peuvent être faits, vous faites la chasse aux subventions, le département est quand même l'interlocuteur incontournable et privilégié sur l'ensemble des opérations que vous portez. Alors, c'est parce que vous vous êtes inscrit dans des politiques qui sont soutenues par le département. Donc, bien évidemment, il n'est pas de notre rôle ici de dire que ce qui est fait à Saint-Sevé ne convient pas, puisque moi, en tant que conseiller départemental, ce sont des opérations que nous soutenons sur l'ensemble du territoire, quelles que soient les tendances politiques, puisqu'on retrouve ces mêmes politiques soutenues par le département, que ce soit à Jaune, à Agitmo, à Saint-Sevé ou ailleurs. Bref, nous sommes là pour accompagner les collectivités. Les 50% de subventions que vous souhaitez obtenir, je revendique le fait que j'en prends une très bonne part, une très grosse part. Parce que quand je vois la liste des dossiers qui sont proposés, quand on voit la revitalisation du centre-ville qui est en cours, qui est la continuité d'un long travail qui a été mis en œuvre depuis les années 90, parce que la ville n'a pas commencé en 2001, en 2014, ou ne commencera pas au prochain mandat. Chaque élu apporte sa pierre à l'édifice pour améliorer la qualité d'accueil des populations à Saint-Sevé. Enfin, la revitalisation du centre-ville, je vous rappelle que pour le département, fléché vers Saint-Sevé, ça sera près de 450 000 €. Je vous l'ai dit, on en a discuté, je vous l'ai promis. Je vous ai juste dit que je ferai mon maximum que vous puissiez obtenir ces subventions. Bien évidemment, cette enveloppe de 450 000 € au titre de la revitalisation du centre-ville, vous pouvez considérer qu'elle sera actée. Le département accompagnera bien entendu la collectivité en la matière. Vous parlez aussi de la salle à Loubert. Alors là, vous mettez moins que le montant de travaux que vous avez sollicité au département, puisque vous parlez d'1,5 million d'euros. Moi, j'ai 1,7 million. C'est le crédit de cette année. Je te rappelle qu'on a engagé beaucoup de dépenses l'an dernier et qu'on avait fait la demande au titre de l'an dernier. On est en confiance, mais on attend toujours la décision définitive du département. Oui, je ne vais pas refaire l'historique parce que, vous savez, monsieur le maire, j'ai l'ensemble des échanges qu'on a pu avoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la commission technique s'est réunie, puisque comme c'est un outil qui est à la disposition des collèges, il y a un avis d'une commission technique, il y aura une mobilisation. Là aussi, vous aurez plus que ce que le règlement prévoyait jusqu'à aujourd'hui. Vous aurez une majoration, bien évidemment, de la subvention. Mais là aussi, je le rappelle, c'est parce qu'on est dans une situation grave. C'est notre rôle aujourd'hui, de soutenir tous les projets. Je pense qu'il faut aller au-delà des clivages, c'est important. Donc aujourd'hui, vous pourrez compter sur une somme plus importante que prévu pour ce dossier concernant donc les investissements de la salle à Loubert. Vous avez parlé de transition écologique. Alors l'éclairage public, là aussi je le rappelle, en tant que vice-président du SIDEC, j'aimerais le rappeler, c'est une compétence SIDEC, vous l'avez dédié au SIDEC. Donc les budgets votés en matière de
changement d'ampoule au niveau de l'éclairage public relève en partie de ma compétence, mais nous le ferons bien évidemment à Saint-Sevé, et là aussi, ça sera fait en temps et en heure. Le plan de déploiement est prévu, il est validé, aucune difficulté là-dessus. La centrale photovoltaïque, là encore, si le département n'est pas d'accord, ce dossier ne se fait pas, vous le savez. Nous avions, j'aime pas ce terme, un droit de vie ou de mort sur la réalisation du projet, puisque le porteur de projet, EDF Énergie Renouvelable, se devait de le solliciter au titre de l'autorisation d'accès à la parcelle, c'était le premier point. Et le deuxième point concernait donc la possibilité d'utiliser le domaine public routier départemental pour installer le câble d'évacuation de la production d'énergie du site. Donc j'ai rencontré le 15 mars l'ensemble, l'opérateur, avec les personnes qui étaient venues ici même dans cette salle présenter le dossier aux riverains. Je me suis assuré évidemment que les riverains ne voyaient pas de difficultés particulières à ce que ce projet puisse émerger sur le site de Saaubière. Bien entendu, après discussion, on a eu des débats constructifs avec les représentants de la société. C'est ma délégation en tant que vice-président au département. J'ai donné bien évidemment cette autorisation d'accès à la voirie, tout comme l'autorisation d'utiliser le domaine public routier départemental pour pouvoir faire le raccordement au poste source comme il était demandé. Donc là aussi, le département prend toute sa part pour que ce dossier, pourtant Saint-Séverin, puisse sortir de terre. C'est bien la preuve aussi qu'on est capable d'aller au-delà de certaines petites guéguerres. Augrey, sécurisation traversée, on s'est vu également à l'IDD. On a eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises. Moi, je partage l'objectif qui consiste à sécuriser... Vous allez finir dans ma majorité à ce à sécuriser la... Non, mais moi, si on vote le budget à l'unanimité, je serai content. Ça n'arrivera pas. Ah. Tu fais le panégyrique de toutes les actions qu'on lance. Non. J'explique que le département est en capacité de pouvoir accompagner les projets au-delà des clivages parce qu'on est quand même dans des situations assez particulières et il faut être à la hauteur et à la mesure de cette situation pour justement éviter les désagréments qui consisteraient à fragiliser les comptes de la commune, à en arriver à une augmentation de la dette et ou de la fiscalité, parce que cette démarche entreprise par le département, c'est aussi pour préserver le pouvoir d'achat des Saint-Séverins. Ça, c'est important. Parce que nous ne prélevons plus d'impôts. Il n'y a pas de fiscalité au département. Vous pouvez regarder vos feuilles d'impôts. Il n'y a pas de colonne conseil départemental. Le département a une bonne santé financière. Nous avons les moyens de faire du soutien à l'économie, du soutien et de la solidarité territoriale à l'égard des collectivités, que ce soit Saint-Sevé, d'autres collectivités, peu importe. Donc nous le faisons de bonne grâce et c'est tout à fait normal. La préservation du pouvoir d'achat des Landaises et des Landais et dans le cas présent des Saint-Séverins, nous considérons que c'est une priorité. L'avenue du Tursan, alors la sécurisation de la traversée d'Augrey, là aussi, alors moi je ne suis pas d'accord pour le radar, hein, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec toi Arnaud. Moi, je pense que c'est une fausse sécurité, je pense qu'il est plus intéressant, et c'est l'objectif de ce qui a été mis en place aux entrées du bourg d'Augrey. Je pense qu'il faut avoir une réflexion plus globale, et là aussi le département prendra toute sa part, bien évidemment, au plan technique, accompagnement, expertise et financier pour une éventuelle traversée, parce qu'il va de soi qu'il y a du monde, il y a des enfants qui matin et soir utilisent les transports scolaires, par exemple. Je pense que cette traversée mériterait cette sécurisation, et le radar, pour moi, c'est à part voir des gens ralentir fortement et repartir comme des fous furieux et passer à 80 à l'heure à l'entrée du lotissement Petseau, pour moi, c'est pas satisfaisant. J'espère même que lorsque la sécurisation à la traversée d'Augrey sera faite, on demandera à retirer ce radar qui, pour moi, vraiment ne sert à rien à part prendre l'argent de nos contribuables. L'avenue du Tursan, je ne t'ai pas rappelé, malgré le fait que je t'avais dit que je te rappellerai, on en discutera là aussi. Je t'avais dit qu'il y aurait très peu de participation financière du département. J'ai trouvé une solution juridique que je n'évoquerai pas ici, puisque ça doit faire l'objet de discussion entre nous. Mais dans tous les cas de figure, si tu en es d'accord et si tu valides la proposition que je te ferai, là aussi, tu auras des subventions conséquentes pour la traversée de l'avenue du Tursan, puisque là encore, le département souhaite accompagner des projets, comme je le disais, des collectivités, et ça passe aussi par la réfection des chaussées en zone urbaine. Donc voilà par rapport à tout ce qui a été évoqué. Ma réponse, alors elle n'est pas qu'une réponse de conseiller municipal, hein, puisque j'utilise ma casquette de vice-président au département, mais sachez que sur tous les dossiers que tu as évoqués, systématiquement, le département sera présent, que ce soit l'accompagnement technique et ou de l'accompagnement financier. Et moi, je reste à la disposition, bien évidemment, de la commune. J'y habite.
Je souhaite que ça se développe, qu'on soit préservé au niveau de notre fiscalité et de notre pouvoir d'achat. Donc on fera le maximum pour accompagner les projets, même si je le dis, pour reprendre mon propos introductif, il ne faut peut-être pas vouloir tout faire tout de suite. Il y a des ratios financiers à respecter. On en reparlera peut-être lors du vote et du compte administratif et du vote du budget primitif 2023. On sera attentif à ça, mais les dégradations des comptes de la commune ne pourront pas être le fait d'un désengagement financier du département parce que nous y prendrons toute notre part. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, moi je voudrais faire. Je peux dire quelque chose? La parole est libre. Bon, entre la chasse aux subventions et le droit de vie et de mort de M. Martinez, sous des dehors très cordiaux, ça me fait peur un peu. Oui, c'est maladroit, pardon. Voilà, ce sont du vocable de guerre et bon, la guerre est sur la nucléaire. Écoutez, moi vous avez souligné l'idée qu'ici on ne pouvait pas se laisser aller à la morosité ambiante. Qu'en fait, l'histoire est faite de crises successives. Et ce qu'il faut, c'est se prendre en main et essayer de répondre aux problèmes de chaque période. Et si on peut partager cette ambition, mais je m'en réjouis. Je confirme ce que vous dites. C'est que le département est aux côtés de nos politiques. Et je vous en remercie. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'État est aussi aux côtés de nos politiques, d'une manière très forte. Et l'occasion pour moi de le remercier. La région, dès qu'on est dans le champ de compétences qui le concerne, c'est un peu moins prégnant puisqu'elle a surtout une compétence économique qui est plutôt d'aspect communautaire, est à nos côtés. Et on vient de recevoir la subvention pour la façade de la mairie de la région qui est conforme à ce qu'on avait demandé. Et l'impression que j'ai au fond, c'est que si tous les acteurs publics travaillent, quelles que soient les orientations politiques, travaillent main dans la main avec la commune, c'est qu'au fond, les choix qui sont opérés et la politique que l'on mène est au fond consensuelle. Mais moi je m'en réjouis. Je trouve que trop souvent la politique donne une image d'agressivité factice alors que les gens ils ont besoin de solutions. Deux commentaires par rapport à ce que vous avez dit. Nous nous sommes souvent inquiétés de l'augmentation de la dette qui entre 2001 et 2014 avait doublé, plus que doublé, pour atteindre un niveau plancher. Nous l'avons stabilisé de façon à ce qu'elle reste soutenable. Et tout le travail que nous avons mené depuis, c'est d'essayer de rétablir une épargne pour que nous puissions la rembourser plus vite. C'est ce que nous menons et c'est pour ça qu'au fond, les ratios financiers qui vous seront présentés sont bons et qu'ils nous permettent de pouvoir engager des actions d'investissement élevé. Mais effectivement, je pense que nous serons à 50% de subventions. Ça veut dire qu'en gros, si on n'avait pas ces subventions, ce n'est pas 5 millions d'euros qu'on investirait, c'est 2,5 millions. Donc, écoutez, moi... vous augmenteriez la dette de 50%. Non, mais je crois très sincèrement que celui qui a tout résumé, c'est M. Fermont, le secrétaire général de la préfecture, lorsqu'il est venu pour les vœux. Moi, je suis venu ici parce qu'ici, il y a des projets. Et grosso modo, des projets constructifs, des projets cohérents, bien bâtis, qui servent ce territoire. Et en gros, j'ai plutôt l'impression que le département, la région, dès qu'on leur présente des projets qui sont cohérents, bien construits, vous nous aidez, et je vous en remercie. Parce que sans vous, on ne pourrait pas aller aussi vite, aussi loin. Je crois que c'est notre responsabilité collectivement d'avancer. Voilà. Donc, écoutez, je vous propose que nous prenions acte que le débat budgétaire a eu lieu. Y a-t-il des oppositions à ce... Non, il faut voter qu'on prend acte que le débat a eu lieu. Lisiane m'a glissé à l'oreille, monsieur le maire, vous venez de raconter une bêtise. Il faut voter. Je ne vous demande pas de valider les orientations budgétaires, même si au fond, il faut que ce soir il y ait un grand consensus entre nous, mais au moins de prendre acte
que vous ont été présentés, qu'il y a eu un débat, des oppositions, des abstentions. Le débat est lu. Nous avons des points à l'ordre du jour qui sont, je dirais, plus techniques et d'importance moins élevée, mais on va les balayer les unes après les autres et les adopter. Nous avons une agricultrice qui vend ses volailles au marché hebdomadaire dans les Halles, qui a été impactée par la crise sanitaire sur le second trimestre de 2022. Elle n'a pas pu être présente le samedi parce qu'elle n'avait pas de capacité à avoir des animaux adultes à vendre. Non seulement sur le premier trimestre, on avait déjà délibéré, mais aussi sur le second. Elle nous fait une demande comme il ne payait pas, je ne peux pas faire un avoir, entre guillemets, comme dit la comptabilité privée, sans qu'il y ait une validation du conseil municipal. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Nous pourrons ainsi lui faire cadeau des 45 € par trimestre de l'allocation de l'emplacement qui est comprise dans nos Halles. Troisième point à l'ordre du jour. Il nous est demandé d'approuver la convention opérationnelle de revitalisation du centre-bourg de Saint-Sevé avec la région. Vous avez le document qui vous est transmis. Il y a eu des allers-retours avec la communauté de communes, la région et la commune, pour voir jusqu'à quel point la région pourrait accompagner nos projets. Vous retrouvez là-dedans, bien entendu, pour ce qui concerne les compétences communales, le projet des Jacobins, avec notamment la salle de spectacle et la salle capitulaire. Vous retrouvez là-dedans des opérations de renforcement des services publics privés, la prise en charge aussi des moyens humains, notamment de notre chargé de mission revitalisation. Ça a été adopté par la région, ça a été adopté par la communauté des communes. Il nous faut nous l'adopter et ça devrait être signé dans les jours à venir. Ça n'a pas empêché la région de soutenir tous les projets qui sont dedans. Ça permettrait de lui donner une validation juridique définitive. Y a-t-il des questions? Oui, Olivier. Moi, j'en ai qu'une. Est-ce que Madame la Présidente de la communauté de communes va signer? Bonne question, Olivier. Non, mais c'est une question sérieuse, puisqu'on ne va pas refaire le psychodrame sur le cloître des Jacobins pour culturel et artistique, l'office de tourisme inter... Alors, déjà, l'office de tourisme, il n'est pas intercommunautaire. Si. C'est intercommunautaire. C'est avec... On a dans la SPL. C'est la SPL, hein, c'est par rapport à la SPL. Dans la SPL, il y a aussi okay. Brassenpouille et Hamon. D'accord, c'est par rapport au périmètre SPL. Ok, donc c'est bien intercommunautaire. Bon, ok. Et puis la friche Trabos, bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On s'était vu là aussi le département sur ce dossier. Peut-être pas ce soir, hein. Je pense que peut-être au budget lorsqu'on... Bon, voilà, moi je reviens à ma première question. Je ne vais pas répondre à la place de Pascal Requena. Ça a été voté. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'elle l'a adopté à la région. Donc ça c'est le premier point. 2, ça a été adopté à la communauté de communes. Et la rédaction qui a été faite a été validée par toutes les parties avant qu'on le soumette au vote. Je sais bien qu'il m'arrive souvent de m'interroger si elle aime vraiment Saint-Sevé. De là, ne pas signer un document qu'elle a fait valider, qu'elle a signé qu'elle a validé 2 fois, et qu'Alain Rousset souhaite signer avec elle et moi, on est à l'abri de rien, mais je pense qu'on va le signer. Pour moi, sur la manufacture Krabos, et si c'était présent dans les orientations budgétaires, nous avons déposé des dossiers de subvention, auprès de l'État, principalement. Nous avons l'ambition de lancer les travaux dès qu'on aura les réponses à ces subventions-là. Puisque le but est de dépolluer, déconstruire, consolider l'ouvrage, et le temps qu'on lance les consultations pour trouver un jour un opérateur. Je vous propose que nous adoptions cette convention. Y a-t-il des oppositions?
toujours dans les demandes de subvention, ça a été validé par les services du département suite à notre rencontre que tu évoquais. Une demande de subvention officielle pour que le département intervienne sur l'aménagement de l'allée du Carmel au titre des amendes de police dans le cadre d'un aménagement global. C'est une opération à 750 000 €. Type des interventions. Non, peut-être. Je ne sais pas si ça a été évoqué de votre côté, mais c'est vrai que le but est là aussi, c'est de pouvoir mobiliser une partie de cette enveloppe qui est à disposition des collectivités et qui est répartie par la commission que je préside. C'est aussi simple que ça. Alors les amendes de police, c'est quand vous payez vos amendes. Moi j'ai reçu la mienne tout à l'heure dans la boîte aux lettres. Pour l'anecdote, rectifié à 81, je vous assure. Ça fait Du radar d'Augrey alors. Du tout. Voiture banalisée pour aller dans le Lot-et-Garonne. Et c'est vrai, je plaisante pas. Non, plus sérieusement, donc c'est des enveloppes qui aujourd'hui sont... Alors là, ces enveloppes connaissent l'inflation. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'argent. Donc effectivement, on a une conjugaison d'une enveloppe qui a priori cette année devrait être au moins égale à celle de l'année dernière. L'année dernière, au département, on avait eu toutes les peines du monde à la distribuer parce qu'il y avait beaucoup d'argent et pas trop de projets. J'avais dit à Arnaud que cette année, on était parti pour ne pas avoir trop de projets et encore plus d'argent. Donc, je pense qu'on aura à minima la somme que je t'ai proposée la dernière fois. Très bien. Pour revenir, le radar d'Augrey, c'est une décision du préfet, l'installation du radar. C'est pas une décision de maire. L'occasion pour moi aussi, puisque nous avons des concitoyens qui regardent nos conseils municipaux, de dire que les amendes de police ne reviennent pas dans le budget de la mairie. C'est pas pour ça qu'on les met. Pour autant, effectivement, nous avons besoin d'aménagement aux deux entrées de Bourg d'Augrey pour limiter la vitesse soignante. Mais moi, les habitants d'Augrey avec qui j'ai échangé sur le sujet considèrent qu'il y a une réduction de la vitesse, surtout de la ligne droite d'Augrey, radicale. Et donc, je ne suis pas du tout convaincu que nous aurons un intérêt, même si on fait tous les aménagements, à le sortir, surtout que celui-là, contrairement à peut-être à celui de l'avenue de l'Océan ou de l'avenue de l'Armagnac, où des fois on peut oublier, il est bien prévenu avant, on le voit bien, j'ai quand même l'impression que c'est un équipement qui permet de sécuriser au fond les piétons et les voisins en obligeant les gens à respecter la vitesse. Là, ça ne nous a rien coûté. Voilà. Donc, sur... Ah oui, pardon. Tu as raison de le rappeler. Parce que comme j'ai dit que l'enveloppe est répartie par le département, nous ne touchons pas les amendes perçues sur le département. Le produit des amendes de police est prélevé par l'État, intégré au budget général de l'État en loi de finances et réparti après selon des critères définis par le ministère de l'Intérieur dans chacun des départements. Ce n'est pas nous qui touchons directement les amendes. Je préfère aussi le dire, parce que c'est vrai que soit le maire est responsable parce que c'est le Bourg d'Augrey, soit c'est Martinez parce que c'est une route départementale. Non, nous ne sommes pas responsables de l'installation du radar. Par contre, moi je considère qu'il est efficace. Voilà. Alors après, on ne va pas rentrer dans ce Je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il faut les aménagements Mais complémentaires. on va les Sur l'allée du Carmel, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Dans le même ordre d'idée, le département nous accompagne donc au titre du dispositif revitalisation qui donne un forfait de 300 000 € pour toutes les pourcents, et notamment dans les petites villes de demain. Nous avons mené un travail de présentation de façon à ce que la requalification de la rue Lafayette, Fournier, Arceau, place de Verdun puisse répondre à 2 opérations et plusieurs thématiques. Et un accord donc avec Olivier et les services du département. C'est cette opération globale qui se découle sur 2 exercices, puisqu'on a financé la moitié sur 2022 et le reste sur cet exercice, qui sera accompagné par le département à hauteur de 300 000 € si du moins le département le vote. Et en tous les cas, c'est comme ça qu'on le demande, en accord avec le département.
Oui, je confirme que cette dotation, ouais, ça marche, pardon. Je confirme que cette dotation, ça sera bien proposé au vote à hauteur de 300 000 €. C'est parfait. Je vous propose qu'on l'adopte. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est très bien. Nous avons au sein des équipes Espace Vert un collaborateur qui a eu une opportunité dans une entreprise de Mont-de-Marsan, dans un tout autre métier que les espaces verts, plutôt dans l'entretien maintenance, qui nous a donc quitté l'an dernier. Et il nous faut le remplacer par une personne professionnelle et qualifiée. Il se trouve que cette personne n'a pas le statut de la fonction publique. Et donc, nous proposons de créer un poste d'emploi permanent d'adjoint technique d'éco-paysagiste pour pouvoir honorer ce poste-là, sachant qu'au final, nous n'aurons pas plus d'effectifs dans les équipes d'espace vert que l'an dernier au travers de cette création de poste. Mais comme au tableau des effectifs, nous avions un titulaire et non pas un contractuel, il nous faut délibérer pour créer ce poste-là. Généralement, je crois que vous n'intervenez pas. On s'abstient pour la problématique ressources humaines. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Voilà. Heureusement que je suis là pour suivre. Nous avons la même thématique là sur un poste. Nous avons un professionnel qui nous a quittés pour rejoindre un syndicat des eaux voisins, et ça il y a 2 ans. Il était titulaire, il travaillait à la Chambre des Sports sur les derniers mois. Nous avons donc été amenés à le remplacer. On a trouvé dans le cadre d'un contrat d'un an un excellent collaborateur qui avait une expérience dans la gestion des pelouses de stade sportif. Il vous est proposé, puisqu'il nous donne toute satisfaction, mais qui n'a pas le statut de la fonction publique, de créer un poste d'adjoint technique principal, 2e classe d'intendant spécialisé en terrain sportif, de façon à ce qu'on puisse créer un poste de contractuel. Là, pareil, le but, c'est pas qu'il y ait plus de monde au sein des espaces verts, mais de pouvoir ouvrir le poste dans le tableau des effectifs de contractuel, puisque ce n'est plus un titulaire qui va occuper ce poste. Sachant que c'est pour reconduire la personne qui est déjà en poste, qui nous donne toute satisfaction. J'imagine que votre position doit être la même. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Il nous faut chaque année adopter l'état annuel des indemnités pour les élus. Alors, c'est par information. Il n'y a aucun changement par rapport à ce qui était prévu jusque-là. Il faut adopter pour qu'on prenne en compte. Non. C'est juste une information. Vive la démocratie, c'est une information obligatoire, mais sans vote. Ça va avoir à la région aussi. Il m'arrive d'avoir la mémoire flash. Nous avons le 9e point, le classement de voies dans le domaine public. Nous avons des petites parcelles, notamment le parking de la voirie qui longe les 3 immeubles de la rue Michel Montaigne qui donne accès à l'accueil de jour. On s'est rendu compte que c'est une voirie, elle était toujours dans le domaine privé de la commune. Au niveau du lotissement à La Fontaine, la rétrocession au domaine public n'était pas possible, puisque lorsque l'aménagement avait été fait, la voirie ne correspondait pas à ce qui avait été vendu aux copropriétaires du quartier. Nous avons donc l'an dernier pu faire la mise en enrobé qui donne satisfaction. Dorénavant, cette route étant conforme à ce qui avait été promis au loti, nous pouvons le rétrocéder au domaine public
Et nous avions délibéré il y a plusieurs années sur un déclassement au chemin de Bernay, dans le cadre d'une maison. On s'est rendu compte qu'on avait l'espace public qui empiétait sur le domaine privé, parce que la voirie n'était pas au bon endroit, et vice-versa. Je vous propose que la partie publique, la partie anciennement privée, mais qui est bien recouverte de la rue, soit intégrée pour quelques mètres carrés au domaine public. En quoi cette délibération est importante? Pour deux raisons. Un, ça veut dire que le jour où ces routes seront à refaire, c'est bien la communauté des communes qui le prendra en charge au titre de la compétence voirie. Pardon? C'est sûr ça? C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire, ça fait partie. C'est toutes les... Dans le règlement voirie. Le règlement voirie prévoit que c'est une automaticité. Oui. Parce que je ne l'ai pas retrouvé, c'est pour ça. Et par contre, il y a un contrôle que la voirie soit conforme au règlement voirie. Il y a eu un débat, lorsqu'on a débattu du nouveau règlement voirie, il y a eu un débat entre nous. Il y a des communautés communes qui financent les voiries nouvelles, notamment dans les lotissements. Bon, on fait tellement peu de voiries comme que si on fallait en affecter une partie aux voiries nouvelles, ça serait encore pire que ce n'est aujourd'hui. Mais donc, ils acceptent les rétrocessions, notamment pour les lotissements récents, comme La Fontaine, dès lors que la voirie est en état. C'est ce qui veut faire les trois voiries concernées. C'est un deuxième intérêt pour nous. Plus on a de voiries publiques, plus ça joue sur la DGF, la dotation générale de fonctionnement de l'État. C'est un peu la marge. Ouais. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous avons une voirie nouvelle sur laquelle on va avoir 2 nouveaux habitants au sein de l'écoquartier. La principale route qui va traverser l'écoquartier, on avait décidé de la dénommer Jean-Marie Comenaille. On a cherché un nom pour cette voirie nouvelle. Je vous propose qu'on donne le nom de Jacques Chaban-Delmas. Vous allez me dire, mais pourquoi Jacques Chaban-Delmas? Pour quelques raisons simples. C'est un grand résistant. Et nous avons délibéré pour donner des noms aux résistants locaux et aux justes parmi les nations lors du dernier conseil. Donc on est plutôt dans une commémoration de 39-45. Deuxième raison, nous allons inaugurer l'hôpital de Saint-Sevé le 28 avril. Celui qui avait inauguré le nouvel hôpital en 1977, c'était Jacques Chaban-Delmas en tant que président de l'Assemblée nationale. Et enfin, moi qui siège à la région à Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas a été le premier président du conseil régional. Pour toutes ces raisons, je vous propose que nous lui donnions un nom. Si dans les années à venir vous avez des élus socialistes à qui vous semblerait que nous souhaitions nous donner un nom, moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, ça ne me posera aucun problème. Je le dis avant qu'on m'accuse de... Peut-être vous, mais vous êtes encore trop jeune. Un peu plus tard possible. Mais je vous en supplie, si ça arrive, pas une voix de l'écoquartier ici. Ça peut être une ça risque pas d'arriver parce que d'ici que tu décèdes, toutes les rues auront été nommées parce qu'elles auront été faites. Je le souhaite. Sur cette délibération, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons à Barboulet, là c'est toujours pareil, dès qu'il y a une vente ou un héritage, une transmission, on s'aperçoit que la route n'est jamais au bon endroit. Une régularisation de l'emprise réelle du chemin de Barboulet. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Bah, écoutez, nous avons fini. Les décisions des derniers mois seront présentées lors du prochain conseil municipal. Vous ne les avez pas là. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. La chasse aux œufs qui devait avoir lieu demain est repoussée parce qu'il pleut. Elle sera reportée de 8 jours. Et je vous invite à venir à Varietas Florum dans 8 jours où il y aura une présentation officielle à des exposants. Vous allez tous